Le traitement du syndrome de West. Donc je vais essayer en tout cas, Dr Mekki m'a facilité la tâche. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite, puisque l'essentiel a été dit. On va revenir peut-être sur une enquête qu'on a faite sur le syndrome de West, essentiellement par rapport aux attitudes thérapeutiques, et peut-être discuter un petit peu de votre attitude thérapeutique. Donc le syndrome de West, il a été décrit pour la première fois par le docteur West en décrivant son enfance, et lors d'une lettre sur le Lancet en 1800. Vous voyez que ça remonte à très loin, 41, et ce n'est que 100 ans plus tard que Gibbs a pu rattacher la clinique qui a été décrite au tracé d'hypsarythmie. C'est une pathologie effectivement rare, hein, c'est une pathologie du nourrisson, c'est une épilepsie du nourrisson, on en a parlé déjà ce matin, qui est âge dépendant, et puisqu'elle touche un cerveau en plein développement. Donc sa découverte depuis plus de 170 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites concernant beaucoup de travaux publiés, pas beaucoup d'études randomisées, et pourtant, il persiste de très nombreuses inconnues au syndrome de West. Il y a peu de connaissances, de progrès dans la connaissance de sa pathologie, et surtout son traitement est largement empirique et extrêmement. Il n'y a pas du tout de consensus sur les protocoles thérapeutiques. Donc il y a plusieurs protocoles et il n'y a pas malheureusement encore de consensus international. Donc nous, on est au milieu de tout cela. Et on va essayer de nous en sortir en fonction d'une petite expérience sur un travail que nous avons fait. Tout d'abord, juste quelques rappels dont on a déjà parlé ce matin. Donc le West se caractérise par une triade caractéristique. Vous devez voir les 3 éléments de cette triade, les spasmes axiaux qui sont en flexion, en extension, qui soient mixtes, la notion de régression psychomotrice, ou bien dans le cas d'un retard déjà psychomoteur déjà installé, des anomalies neurodéveloppementales déjà installées, et un tracé caractéristique qu'on appelle le tracé d'hypsarythmie, dont vous a parlé déjà ce matin Dr Mekki. Donc le tracé, voilà, tracé typique d'hypsarythmie. On passe. Donc si vous avez vu ce qu'il a fait ce matin, vous aurez interprété ce genre de tracé. On continue. Donc on distingue le West idiopathique, West cryptogénique et West symptomatique. West symptomatique, ça veut dire qu'il y a une cause à ces spasmes infantiles. Soit on a une étiologie qui est déjà bien visible, hein, donc d'emblée identifiée, que ce soit dans le cas d'une encéphalopathie anoxo-ischémique, par exemple, d'une aberration chromosomique, soit on va pouvoir faire le diagnostic de cette étiologie après exploration. C'est le cas, par exemple, de la sclérose tubéreuse de Bourneville, donc après IRM ou une dysplasie corticale. Donc, je disais que mon exposé concerne le traitement du syndrome de West. Donc, l'objectif de ce traitement, c'est d'arrêter, bien sûr, les spasmes, d'éviter, si possible, les répercussions sur le développement psychomoteur et essayer de corriger l'activité anormale du cerveau qui va persister entre les crises. Donc notre but, c'est de contrôler de manière prolongée les spasmes et faire disparaître l'hypsarythmie. Nous allons donc parce que il faut essayer d'être pratique et voir un petit peu ce qu'on fait. Je vais illustrer ce travail, donc cette conférence, par les résultats d'une étude multicentrique qu'on avait faite à Alger, à Blida en 2011, dans le cadre d'un congrès maghrébin, et qui a fait participer plusieurs études, l'équipe, plusieurs hôpitaux, l'ensemble des équipes d'Alger, plus le service de pédiatrie de l'hôpital de Blida. Donc on a fait cette étude sur 5 ans. Elle a concerné quand même 108 enfants qui ont été hospitalisés pour syndrome de West, quel que soit qu'il soit idiopathique, cryptogénique ou symptomatique. Donc c'est une étude multicentrique. On avait bien sûr établi une fiche commune pour l'ensemble de l'enquête. Donc, vous voyez, donc elle a intéressé essentiellement l'hôpital Nafissa Hamoud. C'était Dr Mekki qui avait coordonné ce travail avec moi dans le cadre du congrès maghrébin. Il y avait la pédiatrie de Beni Messous avec Dr Tari.
le service pédiatrie B avec le docteur Zmiri, et le Blida, c'est Haj Likhlef, je pense, et Bab el-Oued, c'était le docteur Aboura. Bon, j'ai pas mis la plaque, j'avais omis de mettre la plaque pour la participation des gens qui ont fait cette étude. Donc on a corrigé 108 malades, et voici un petit peu les résultats. Vous voyez, comme ce qui se voit dans le syndrome de West, il y a une prédominance masculine, donc avec un sexe ratio de 1,6, vous voyez qu'on a eu comme 63% de garçons, ça existe aussi chez la fille. L'âge de début des spasmes, il est le plus souvent de avant l'âge de 6 mois. Vous voyez, donc c'est la pathologie du petit nourrisson. Il est rare tout de même avant 3 mois. Je crois qu'on avait eu à l'époque juste 2 cas avant 3 mois. Et l'âge moyen qu'on a eu, c'est 4 mois et demi. Dans la littérature, on situe cet âge moyen entre 4 mois et demi et 4 et 5 mois. Donc on a eu essentiellement des formes symptomatiques du syndrome de West dans 63% des cas, cryptogénique dans 21% des cas et 16% de syndrome de West idiopathique. Alors pour les étiologies du syndrome de West symptomatique, vous voyez que l'encéphalopathie anoxo-ischémique, je dirais entre guillemets, parce qu'on met beaucoup de choses sur le compte de l'asphyxie, était en numéro 1, suivi des malformations cérébrales. On a eu des troubles des hétérotopies, je pense qu'on a eu une maladie, une agénésie du corps calleux, et pour les maladies génétiques, c'était essentiellement des trisomies 21. On a eu 7 scléroses tubéreuses de Bonneville, donc les séquelles de méningite, 3 syndromes d'écardie, voilà, 2 ictères nucléaires. Lorsqu'on a essayé de voir un petit peu nos pratiques sur le plan thérapeutique, bon, le médicament qui a été le plus souvent utilisé, c'est l'hydrocortisone. C'est pratiquement tous les services de pédiatrie. La CTH a été utilisée, donc synthétique a été utilisée à Benimesso chez nous, mais en pédiatrie B, à forte dose. Vous voyez quand même qu'il y a eu 2 enfants qui ont eu de la prénisone. Le Vicabatra a été très peu utilisé, du fait déjà de sa non-disponibilité. Voilà, puis les antiépileptiques, souvent traitement antiépileptique associé, le valproate. Vous voyez quand même un cas où des nourrissons qui ont reçu de la carbamazépine et le clonazepam dans un cas. Donc dans la majorité des cas, donc c'est l'hydrocortisone, et vous voyez que les posologies n'ont pas eu d'uniformité dans nos conduites. À Benimesso, on est un petit peu frileux, on l'utilise un petit peu à plus faible dose. À Parnay, on démarrait avec 12,5 mg par kilo, et à Bab el-Oued, les quelques cas qu'ils ont eus, ils les ont traités à des doses beaucoup plus importantes, à 20 mg par kilo. Donc pour les voies d'administration, c'est bien sûr la voie orale qui a primé, puisque on a utilisé essentiellement l'hydrocortisone par voie orale, sauf ceux qui ont été traités par la CTH, qui l'ont reçu par voie intramusculaire. Donc la durée du traitement, elle a été variable selon le traitement prescrit. Donc pour la CTH, elle était pour les 5 cas qui ont reçu de la CTH, la durée du traitement elle a dépassé les 1 mois. Pour le Vigabatrin, bien sûr, il a été utilisé sur plusieurs mois. Et l'hydrocortisone, dans la majorité des cas, l'hydrocortisone a été utilisé pendant 1 à 3 mois. Là, on voit que l'âge de début du traitement s'est fait, comme la pathologie, vous l'avez vu, elle se situait en moyenne autour de 4 mois et demi. Donc, dans 79% des cas, l'âge de début du traitement s'est fait à l'âge de 6 mois. Et on constate, diapo, qu'il y a tout de même souvent, parce que du fait des problèmes diagnostiques, comme on a parlé déjà le docteur Meki tout à l'heure, avec des médecins qui ne connaissent pas le West, qui prennent souvent ces spasmes pour des coliques. Donc il y a souvent un retard au traitement qui peut être, par rapport au début des spasmes, qui peut être quand même, qui peut entraver le pronostic de ces enfants. Et vous voyez qu'il a été, le retard au traitement a été supérieur à 2 mois dans 80% des cas, donc ce qui est énorme. Donc on a eu 11 évolutions défavorables avec absence de réponse, absence totale de réponse au premier traitement. Et dans ces cas-là, le traitement de deuxième intention, c'était le Vigabatrin. Dans 4 cas, l'hydrocortisone à plus forte dose ou la CTH.
Pour le traitement associé, dans la majorité des cas, c'était le valproate de sodium. Vous voyez tout de même qu'on a utilisé un petit peu de tout, hein, la carbamazépine, le diazépam, le phénobarbital, le topiramate et la lamotrigine dans 4 cas. On avait un antiépileptique associé dans la majorité des cas et plus de 3, voire plus de 3 antiépileptiques dans quelques cas, 6% des cas. En ce qui concerne les effets secondaires du traitement, nous n'avions pas tous les éléments nécessaires pour analyser ces complications. Mais en fait, il n'y a pas eu de très grosses complications avec l'hydrocortisone, en tout cas, en dehors des effets liés à les signes d'imprégnation cortisonique. On a eu quand même, à Beni-Messous, il y a eu quand même 10 cas d'hypertension artérielle. Pas d'infection grave en tout cas, parce qu'on incrimine beaucoup le problème de déficit immunitaire en cas de prise de corticoïdes, prise prolongée. Et ce qui primait essentiellement lorsqu'on suit ces enfants, lorsqu'on les met sur corticoïdes, c'est surtout les troubles du comportement. Ce sont souvent des enfants qui sont souvent très agités, qui sont insomniaques, qui deviennent insomniaques. Voilà. Oui. Donc vous voyez que ces enfants ont quand même été suivis. Dans 77% des cas, nous n'avons pas eu de décès. On en a eu quand même perdu en cours de route 23%, c'est pour l'ensemble des services. L'évolution a été défavorable dans 72% des cas. Vous avez vu que la majorité de nos cas, c'était quand même des syndromes de West symptomatiques. Et elle a été favorable, ça intéressait surtout les idiopathiques dans 28% des cas. Lorsqu'elle était défavorable, elle était souvent liée au diagnostic initial, beaucoup plus qu'au spasme. Donc c'est surtout dans le cas du syndrome de West symptomatique, où on a eu quand même 75% d'évolution défavorable, alors que pour l'idiopathique, il n'y a pas eu de grosses anomalies neurodéveloppementales à long terme. C'est des enfants qu'il faut suivre très longtemps et voir au moment de leur scolarité. Souvent on a tendance à dire, bon, ils évoluent bien, mais c'est comme lorsqu'on suit les encéphalopathies anoxo-ischémiques, on dit tout va très bien, mais au moment de la scolarité, on se rend compte que c'est des enfants soit qui sont en situation scolaire relativement très, très faible, soit ils sont carrément en échec scolaire, ils ne peuvent pas poursuivre une scolarité normale. Donc il faut donner du temps pour pouvoir dire c'est vraiment des évolutions favorables. Donc vous voyez, en ce qui concerne les principales complications, c'est surtout la complication épileptique et les anomalies neurodéveloppementales. Ça peut aller de l'IMC aux troubles des apprentissages. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme commentaire par rapport à cette enquête qui quand même montre pas mal de choses? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés en ce qui concerne le West, mais je l'ai déjà dit, il n'y a pas de consensus sur la dose, l'efficacité ou la durée de tel ou tel médicament. Ça reste toujours très vague. Est-ce qu'on doit utiliser les corticoïdes? Est-ce qu'on doit utiliser le vigabatrin? Il y a des pays qui choisissent un traitement par rapport à l'autre. Dans notre étude, on n'était pas trop mécontents. On a utilisé l'hydrocortisone. En fait, c'est un peu l'impulsion de l'équipe de Parnay en première intention, avec un moment, je crois, la visite du professeur Dulac qui nous avait un petit peu orientés. Mais dans notre étude, on n'a pas pu comparer les deux traitements, bien sûr, parce qu'on avait pratiquement très peu d'enfants qui ont été mis sous vigabatrin. Alors, quels médicaments utiliser? Il faut peser les risques pour chaque corticoïde, vigabatrin, quelle dose, quelle durée. Donc, le choix du produit, est-ce que ça va être la CTH de synthèse? La CTH naturelle, on l'a pas, puis il paraît que c'est très très cher. L'hydrocortisone, la prénisone, quelle dose, quelle durée? Donc, pour notre étude, vous avez vu qu'il y avait une variabilité dans la dose d'hydrocortisone qui a été utilisée, et on s'est rendu compte qu'il y avait plus de rechutes dans les services où elle a été utilisée à plus faible dose. Donc vous voyez que c'était surtout Beni-Messous, hein, donc on a utilisé à 10 mg par kilo, il y a eu quand même 35% de rechute, alors que lorsqu'elle était utilisée entre 12,5 à 15 mg, il y avait beaucoup moins de... Donc il est clair que ça a été démontré que l'efficacité était fonction de la posologie, mais également de la durée du traitement. Donc l'efficacité, elle est plus importante si le traitement, on a pour une durée plus longue du traitement. Donc dans notre étude, l'efficacité à court terme
a été dans 88% des cas parce que le traitement a été, la durée du traitement a été souvent prolongée. Alors les Américains, c'est l'ACTH qu'ils utilisent, c'est pas le vigabatrin. Donc on s'est posé la question, l'ACTH à faible ou forte dose, donc des questions se sont posées, et il y a eu des études qui ont été faites, en particulier en double aveugle, on n'a pas trouvé de grosses différences dans le traitement de courte durée entre l'ACTH à 150 unités et l'ACTH à 20 ou à 50 unités pendant à peu près la même durée de traitement. Donc on est revenu un petit peu sur des fortes doses d'ACTH. Et pour l'Académie américaine de pédiatrie, dans ses conclusions, elle a conclu qu'il était efficace, l'ACTH était efficace dans le traitement de courte durée des spasmes infantiles et de l'hypsarythmie, mais ils ne se sont pas mouillés sur la posologie et la durée du traitement. Donc le vigabatrin, dans notre étude, vous l'avez vu, on ne l'a pas beaucoup utilisé. Il faut savoir que c'est le traitement de choix en Europe depuis plusieurs années. Donc en France, c'est à partir des années 80. Au Canada, c'est plutôt dans les années 94. Et là, je crois que les gens sont un petit peu en train de revenir sur le vigabatrin. Son efficacité a été démontrée, certes, mais surtout dans la sclérose tubéreuse de Bourneville et dans la dysplasie corticale focale. Donc lorsqu'on a repris un peu la littérature, donc sur 12 études, mais vous voyez qu'il n'y a que 4 études randomisées contrôlées, on a l'efficacité du vigabatrin est variée de 12 à 68%, 78% selon l'étude, et lorsqu'elle était efficace, c'est surtout dans la sclérose tubéreuse de Bourneville ou dans la dysplasie corticale. Donc, c'est vrai, son efficacité a été démontrée, quelles que soient avec toujours cette meilleure efficacité dans la maladie de Bourneville, mais les Américains n'en démordent pas, ils ont démontré, ils le disent, qu'il y a une supériorité des corticoïdes par rapport au vigabatrin au 14e jour, qui a été démontrée pour les spasmes infantiles, quelle que soit l'étiologie, je me répète, maladie de Bourneville exclue. Il a été autorisé timidement aux États-Unis, donc depuis quelques années, donc depuis pas très longtemps, mais uniquement dans le cas des épilepsies réfractaires. Et là, ils sont extrêmement prudents et ils avertissent sur le risque. Là, c'est le gros problème du vigabatrin, c'est le risque de rétrécissement du champ visuel, et ça a été démontré par la plupart des études, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, qui sont traités sur une longue durée à forte dose, parce que c'est les doses cumulatives qui vont entraîner des lésions qui sont souvent irréversibles. Donc dans le cadre de l'Académie américaine de pédiatrie, de neurologie pédiatrique, il est recommandé de faire une surveillance ophtalmologique stricte chez les enfants traités par vigabatrin. Dans le cadre, par exemple, d'une sclérose tubéreuse de Bourneville, il l'utilise pas dans les autres cas. Et dans ces cas-là, il est extrêmement important d'avoir un électrorétinogramme pour dépister précocement l'atteinte rétinienne, chose que nous ne pouvons pas faire chez nous. Alors, corticoïdes, vigabatrin, je pense que nous, on n'a pas fait d'études comparatives, on ne peut pas avoir de prétention, mais il y a une étude qui a été faite intéressante au Royaume-Uni, donc sur la CTH et le vigabatrin, et on s'est rendu compte qu'avec la CTH, il y avait de l'absence de spasme à J13, J14 dans 73% des cas, et pour le vigabatrin, un peu moins, mais et ils ont conclu qu'il y avait l'efficacité sur les spasmes infantiles probable, ils ne se mouillent pas, mais elle est certaine sur la sclérose tubéreuse de Bourneville. Il faut savoir que vous savez que les complications, elles ne sont pas négligeables, mais on n'a pas vu beaucoup de mortalité plus élevée avec un traitement par rapport au traitement par les corticoïdes. Le vigabatrin peut être utilisé, mais à condition d'une surveillance étroite ophtalmologique qui est recommandée, là je le répète. La réponse au traitement, elle est favorable avec les corticoïdes
pour des doses dans notre étude supérieures à 10 mg par kilo. Dans notre étude, nous n'avons pas fait d'évaluation EEG, donc on ne sait pas très bien, parce qu'on sait que lorsqu'il y a persistance d'anomalies électriques, il y a bien sûr un plus grand risque de rechute chez ces enfants. Prochaine diapo. Bon, là, je vais passer vite. On s'est dit avec Dr Mickey qu'on va faire des recommandations, peut-être au niveau de notre journée nationale de pédiatrie, pour voir un petit peu comment on va, à partir des données que nous allons encore compléter par rapport à ce qu'on a déjà fait, essayer de proposer une conduite thérapeutique uniforme pour l'ensemble des services de pédiatrie, déjà à Alger, pourquoi pas, pour l'ensemble des pédiatries. On va donc faire un papier pour les recommandations en matière de traitement chez nous, et je pense que ce sera l'hydrocortisone qui sera donné en première intention. Diapo. Voilà, donc là c'est un petit peu un schéma qu'on a essayé de faire, mais qui va être repris. Alors les critères de guérison et d'arrêt du traitement, bien sûr, il faut que les spasmes infantiles cessent, il faut normaliser le traitement EEG, parce que bon voilà, si le tracé n'est pas normalisé, il y a un risque, donc il faut quand même, dans ces cas-là, contrôler l'EEG. En conclusion, donc c'est une pathologie grave, hein, puisqu'elle représente 25%, c'est assez fréquent par rapport à cette période de la vie de l'enfant. Elle représente 25% des épilepsies des enfants de moins d'1 an, donc c'est quand même un chiffre important. Le traitement, il est souvent efficace à court terme, il peut avoir des effets secondaires, surtout méfiez-vous du vigabatrin. Donc n'allez pas, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens, dès que ça ne marche pas très bien, au bout de 2 semaines avec l'hydrocortisone à faible dose, on passe au vigabatrin, et faites très attention parce qu'il a quand même des effets secondaires qui peuvent être, surtout dans un syndrome, dans un West idiopathique, avoir un enfant qui par la suite ne voit plus, ça serait quand même très grave. Donc dans notre travail, là aussi, l'étiologie était dominée par l'encéphalopathie anoxo-ischémique, et bien sûr, là aussi, on répète, la prévention diminuerait certainement le nombre de cette pathologie durant la première année de vie, et le devenir de certains enfants, surtout dans le cas de West symptomatique, il est particulièrement péjoratif parce qu'il est lié aux conséquences du handicap. Et je vous remercie. Voilà, c'est bon.